et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le 17e jour du mois d'octobre 2024. L'émission s'appelle Escape Game parce qu'on est tous dans la même pièce à chercher des indices pour s'extirper de cette matrice. Lors de l'épisode précédent, nous évoquions la mise en place d'un plan militaire qui fait parfois référence à des citations bibliques, à la fois allégoriques et prophétiques. Q nous dit It's gonna be biblical, qu'il faut avoir foi en l'humanité. On entend souvent parler d'un combat ultime du bien contre le mal, qu'il n'y a pas de sauveur, que l'on ne peut agir que sur nous-mêmes, et l'on peut admettre que nous sommes à la fois acteurs et spectateurs d'un grand réveil appuyé par des forces qui nous dépassent. Il faut bien l'avouer. Dans ce second épisode, nous chercherons à comprendre en quoi cette guerre est spirituelle, qu'est-ce que l'opération Q, et en quoi cette 17e lettre de l'alphabet fait à la fois référence au livre 17 du Premier Testament et au chapitre 17 de l'Apocalypse selon Saint Jean. Alors, pour parler du plan et de son cadre biblique, nous retrouvons Frédéric. Bonsoir Fred, comment vas-tu? Bonsoir Hugo, bonsoir Fanny, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir encore lors de ce live. Ça fait très plaisir de se retrouver. Donc j'ai préparé 3 points. Alors, j'espère que ça va vous intéresser. Premier point, ce serait essayer de définir qu'est-ce que Q, sans avoir la prétention d'avoir une analyse qui soit totalisante ou définitive, mais essayer d'expliquer les origines, expliquer les buts de cette opération militaire, et puis expliquer les thèmes qui sont abordés en termes de déclassification. Donc en deuxième point, évidemment, on va faire un petit point sur la situation actuelle avec les derniers événements, les signes qui ont été envoyés pour ceux qui doutent ou ceux qui n'y croient pas. Il y a des signes quand même qui sont très forts, qui permettent de rebooster le moral des gens qui peuvent être impatients aussi, parce qu'on est dans une séquence qui dure quand même depuis plusieurs années. Pour ceux qui étaient déjà sur le réseau Q, ou pour ceux qui suivaient Trump depuis 2017, je dirais, c'est 7 années. Donc c'est une séquence biblique qui est longue, qui est éprouvante individuellement, familialement, collectivement, avec beaucoup d'épreuves qui ont été traversées. Et en troisième point, je proposerais alors une lecture un peu biblique du personnage Trump, puisqu'il est le premier à se définir comme étant un serviteur de Jésus. Il répète souvent que le vrai patron, c'est pas lui, c'est Jésus. Et il a été désigné par plusieurs personnes qui sont considérées comme des prophètes aux États-Unis, comme Kim Clement, comme étant le nouveau David. Donc je vais essayer de présenter les références avec des citations de différents livres de la Bible, à la fois de l'Ancien Testament essentiellement, qui vont être assez saisissantes dans leur précision et qui vont confirmer pour moi ces informations et ces idées, quoi. Donc je commence par le premier point. Qu'est-ce que Q? Donc Q, je le rappelle, pour ceux qui prennent un peu le train en marche, la 17e lettre, toujours ce 17 qui revient à la fois dans le discours de Trump, dans les messages de Q, qui revient souvent dans la Bible également. Et on va voir à quoi ce nombre est associé. Donc Q, on en entend parler via, par exemple, un général de division américain qui s'appelle Paul Vallely, qui est quelqu'un qui est très connu dans les milieux militaires américains, puisque c'est un ancien du Vietnam qui a servi dans les unités de Rangers, qui a également servi chez les parachutistes, qui a atteint des hautes fonctions puisqu'elle a commandé en second l'armée américaine dans la zone Pacifique, et qui nous a déclaré, là j'ai la vidéo, l'enregistrement. General Valley, I have a question for you from our chat room on the American Arc Radio fan page. Do you know who the individual calling himself or themselves, if it's an organizational effort, Q? What do you know about that? Was that part of the PSYOP? What are you at liberty to say? Or is it a bunch of bunk? Well,
let me just tell you the QAnon's tied to information. And it comes out of a group called the Army of Northern Virginia. Okay? Yep. Now, this is a group of military intelligence specialists of over 800 people that advise the president. And so The president doesn't have a lot of confidence in the CIA or even the DIA, Defense Intelligence Agency, as much anymore. So he relies on these real operators. Most of them are special operations type of people. Yeah. And so this is where Q picks up and gets some of their information, as I understand it. I know what they're looking at now, these alternate technologies of actually creating a separate internet. Okay? Yep. And this internet can't be compromised. It's so high tech. Of course, that's up to conjecture. But there's some technologies in clouding and all of this stuff that they're working on, and the Chinese have been working on it as well. But they're really looking alternatives to communicate worldwide with an alternative, or I'd say an alternative to our internet as we know it today. That's all I can tell you about that. fair enough, General. You've told me a lot in just what you said there. I appreciate that. Well, I was in special operations for 20 years. I started out as a Army Ranger in special ops as a lieutenant. So I've been around the special ops field since 1962. But then I was appointed by President Reagan when he made special ops a separate service under a 4-star general. I helped organize and put that together. I was also the recommended First Assistant Secretary of Defense for Special Operations. But they ended up putting a politician in an ambassador who just came back from Cambodia. He only lasted about a year, but I went on to do other things. And last 20 years, I was responsible primarily when I was Deputy Commander, U.S. Army Pacific. I was responsible for the Special Ops operations over there, coordinating a lot of things. Well, PSYOPs is just a part of special operations. Okay, listen, I'm not a Q guy, but 1 million people are asking me about Q, and that was what went the furthest with our last show. In the dying seconds that we have, can you say anything about Q being a white hat psychological operation? Yeah, it is a white hat. It is a white information system that gathers information, intelligence, and puts it out through a distribution that's called QAnon. And as we can see, most of the reports that come in from Q are very valid. The only thing they've been off on a little bit is when Attorney General Barr is going to come out with indictments. And the word was put out for the Red October to be October 18th. Well, that's since been delayed. So we're all standing by for these indictments from the Attorney General of the United States regarding the Russian collusion and the silent coup against President Trump. General Vallely, thank you so much for coming on the show. We've got to let you go. We have absolutely no time left. Well, there you go, everybody. Face à Clay Clark, qui est un journaliste assez connu aux États-Unis, que Q, c'est d'abord une opération du milieu du renseignement militaire américain. Une opération qui a été lancée par un groupe baptisé l'armée de Virginie du Nord, en référence à l'armée sudiste qui avait été commandée par le Robert Edward Lee, donc le général Lee, durant la guerre de sécession de 1861-1865. Donc un groupe d'officiers chrétiens plutôt conservateurs, donc qui est attaché aux traditions américaines, qui regroupe donc en 2017 environ 800 spécialistes du renseignement américain, essentiellement issus des opérations spéciales. Vous savez que aujourd'hui, dans la plupart des armées modernes, vous avez ce qu'on appelle l'armée régulière et ce qu'on appelle les opérations spéciales, les forces spéciales, qui constituent souvent une sorte d'État dans l'État, des armées dans l'armée, avec des capacités hors normes qui sont développées au sein d'unités qui sont
sélectionnés, entraînés avec des gens qui sont capables d'évoluer sous l'eau, dans les airs, sur la mer, en montagne. Voilà. Donc, il conseille le président Trump, puisque quand Trump arrive au bureau ovale, donc à la Maison-Blanche, début 2017, il doit se doter d'une nouvelle structure de renseignement, puisqu'il ne fait pas confiance ni en la CIA, ni en la DIA. Donc la DIA, c'est le renseignement militaire, c'est l'équivalent de la DRM en France, et la CIA, c'est, comme vous le savez, l'équivalent de la DGSE. Donc il estime que ces deux structures existantes sont compromis, notamment par leur proximité avec les démocrates et puis pour la CIA avec le Parti communiste chinois et je vais dire aussi les cartels mexicains. Donc il va se doter d'une nouvelle structure de renseignement et cette structure va commencer à émettre des messages en octobre 2017 et on peut légitimement penser que Trump pourrait être un des rédacteurs de certains messages. Sachant que moi, j'ai eu confirmation de cette nouvelle structure en fait très tôt, par hasard, puisque en novembre 2017, je protégeais une dame avec laquelle je discutais géopolitique et je lui avais dit qu'à l'époque, le fait que Trump soit en train de se doter d'une nouvelle CIA était un sujet d'attention pour moi qui me passionnait. Et là, je l'avais vu sursauter, il m'avait dit comment tu es au courant de ça? Et je lui avais dit bah écoute, c'est sur Internet, en open source, sur des sites américains ou anglo-saxons. Et là, elle avait pris son téléphone et puis elle avait appelé quelqu'un, elle avait parlé en anglais au téléphone et quand elle a raccroché, elle m'a dit non, il n'est pas en train de se doter d'une nouvelle CIA, c'est déjà fait, la structure est déjà montée, est déjà opérationnelle. Et en fait, c'était Eric Prince, donc le fondateur de Blackwater, qui est un ancien Navy Seals, et conseiller de Trump qui lui avait confirmé ça. Donc en fait, j'ai eu très tôt la confirmation de l'existence de Q, nouvelle structure existante au service de Trump. Alors je dis que Trump est probablement à l'origine de certains messages parce qu'en fait, il a été interrogé sur ce sujet et les réponses qu'il a faites, il a dit en gros, si vous étiez au courant de qui est derrière Q, vous seriez étonné. Et son fils Eric a été aussi interrogé sur Q et il a éclaté de rire et puis il a dit ben je peux pas vous le dire mais c'est pareil, vous seriez étonné de savoir qui est derrière, quoi. Et quand on lit des posts, donc des messages de Q, on retrouve le style, on retrouve des phrases clés qui sont reprises par Trump, on retrouve cette manière d'analyser la situation et on se retrouve en fait ce qui est drôle à faire de l'exégèse biblique avec des textes de Q, c'est-à-dire qu'en fait on a des messages avec plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs explications à chaque fois, et avec des messages qui sont tournés avec un mélange de géopolitique, de références bibliques qui sont assez passionnants. Alors Q, c'est d'abord, premièrement... Frédéric, Ouais, excuse-moi. oui, je t'en Je prie. voulais juste te demander si tu peux préciser quelque chose. Tu dis que les premiers messages de Q sont apparus en 2017 et que toi, tu en as eu connaissance à peu près à ce moment-là. Mais Ouais. s'ils sont apparus, ça veut dire que ça Q remonte, enfin le plan dont on parle, remonte à bien plus longtemps que ça. Est-ce que tu aurais une idée de quand ça daterait? À partir de quand ils ont commencé à réfléchir tout ça? Alors, il y a plusieurs dates. Moi, j'avais parlé d'abord de la première date pour moi qui est associée en plus au chiffre 17, c'est l'arrivée à la tête de la NSA, donc la National Security Agency, de l'amiral Rogers, Michael Rogers. Michael, c'est toujours intéressant aussi pour les croyants, puisque Michael, c'est Michel, comme Saint-Michel. Et donc Michael Rogers arrive à la tête de la NSA en janvier 2014
et c'est le 17e directeur de la NSA. Et c'est lui qui va, avec ses services, intercepter un plan militaire chinois prévu sur 16 ans, c'est-à-dire 4 présidences, 2 présidences Obama auxquelles devaient succéder 2 présidences Hillary Clinton. Et Michael Rogers va contacter l'ensemble de la chaîne hiérarchique américaine et il va être envisagé de faire un coup d'État. Et c'est à ce moment-là que les généraux vont contacter Trump et vont lui proposer euh, de prendre la tête de l'opération de reconquête qu'on peut baptiser l'opération Q, puisque Trump leur a dit vous n'avez pas de réalisé de coup d'État, puisqu'on fera face, dans ce cas-là, à un risque majeur de guerre civile. Donc ça, c'est pour moi, c'est une date importante. Alors, il y a d'autres personnes qui font remonter ça à John Kennedy, en disant, voilà, quand Kennedy est assassiné le 22 novembre 63, le lendemain de son assassinat, plusieurs centaines de généraux se sont rassemblés et ont décidé de se lancer dans une opération d'envergure clandestine, Q. Donc ça, moi je suis pas opposé à cette lecture-là. Je pense qu'il y a des dates comme ça qu'il faut impérativement prendre en compte et qui donnent une orientation générale et une origine cohérente. Donc 2 dates pour moi, la mort de Kennedy et l'arrivée à la NSA de l'amiral Rogers, donc en janvier 2014, qui fait suite en fait à une période de tension qui a opposé Obama aux forces américaines, avec notamment ce que j'avais développé dans les précédents lives. Ces 2 dates, 11 septembre 2001 et 11 septembre 2012, où en fait on va avoir une administration qui va trahir l'armée américaine, qui va même assassiner certains groupes de forces spéciales, comme la SEAL Team 6, lors de la chute du Chinook le 6 août 2011, donc quelques mois après la vraie fausse neutralisation de Ben Laden, qui avait eu lieu le 2 mai 2011. Donc ça a acté en fait la fracture définitive entre les démocrates, emmenés à cette époque-là par Obama, et l'armée américaine, avec les forces spéciales en élément de pointe. Voilà, donc je reviens au sujet. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. Mais c'est des questions intéressantes, donc n'hésite pas à m'interrompre si effectivement tu as des points qu'on peut développer en parallèle. Donc je disais, Q, c'est d'abord... Oui, merci. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. C'est d'abord et avant tout une opération de déclassification. C'est la plus grande opération de déclassification de l'histoire. Déclassification, c'est-à-dire rendre public des informations protégées, classifiées. Une opération qui vise à ouvrir les yeux des lecteurs, des messages de Q, à donner, entre guillemets, des munitions à l'armée des soldats digitaux. Hein, les soldats digitaux, c'est l'idée développée par le général Flynn, qui a été à la pointe du combat, historiquement, qu'on a une alliance entre l'armée et le monde civil pour détruire la narrative que l'État profond cherche à nous imposer sur différents sujets. Donc en donnant des grilles de lecture, en donnant des informations à ces soldats digitaux, on leur permet après d'attaquer via les médias sociaux cette narrative. En démontrant, par exemple, j'étais hier sur un live avec un sujet central qui était en fait les problématiques au Proche-Orient, avec beaucoup d'échanges très vifs entre des Français d'origine arabe ou musulmane et des Français de religion juive. Et quand on leur rappelle qui est à l'origine du 11 septembre, c'est-à-dire le Mossad, c'est important de le réaffirmer en donnant des preuves concrètes, incontestables, que j'ai développées pendant 1h40 lors d'un deuxième live que j'avais fait.
Et puisque ça disculpe en plus toute une partie de la population française qui a été injustement accusée de complicité avec des mouvements terroristes au niveau international, à différents niveaux. Donc c'est bien de réaffirmer certains faits historiques, puisque c'est aussi une manière de rendre justice. La justice, c'est un élément qui est un peu central dans les thèmes développés par Q et par Trump, avec cette phrase slogan la justice arrive, justice is coming. Sur les dossiers comme l'assassinat du président Kennedy, sur les dossiers du 11 septembre, sur les dossiers de Benghazi, sur tout ce qui est trafic d'êtres humains. Tout ça, c'est l'ambition de Trump, c'est de rendre justice, de dire la vérité. Et quand on dit la vérité, c'est le premier pas qui nous amène vers la justice, comme vous le savez. Alors ce que je disais, donner des munitions aux soldats digitaux, puisque là, on est dans un schéma de guérilla, en fait, c'est avec une guerre de l'information, donc une guerre qui vise à contrôler impérativement la narrative. On l'a vu sur le Covid-19, on l'a vu sur les grands événements profonds comme le 11 septembre, le Bataclan en France, l'attaque contre Charlie Hebdo. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des événements profonds, quoi. Expliquer également la structure de domination qui contrôlait le monde. Alors, je mets le verbe contrôler, j'emploie l'imparfait parce que pour moi, cette superstructure a été détruite. Et en fait, ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est un peu la lumière d'une étoile morte. C'est-à-dire qu'on distingue dans le ciel une lumière, mais la lumière associée à cette étoile, l'étoile est déjà morte, quoi. Pour moi, le deep state est déjà mort et enterré. Et on est là vraiment dans une phase, je dirais, d'atterrissage, avec justement des messages de Q, des fois, qui font référence à cette phase, et en disant, voilà, on est à 4000 mètres, préparez-vous à atterrir, mettez vos ceintures et accrochez-vous. Et on est là vraiment dans une période de pédagogie. Alors, sont abordés dans les messages de Q, les messages, on les appelle des posts, pour ceux qui ne connaissent pas Q. On a des thématiques qui sont abordées par pratiquement personne au moment où ces sujets-là sont lancés. Ils ont été abordés uniquement de mémoire par le général Flynn, dont je rappelle que c'était un conseiller militaire à renseignement du président Obama, qui a ensuite rallié Trump en disant que, premièrement, Obama était à l'origine, avec d'autres services, de la création de l'État islamique, et deuxièmement, que Obama, mais aussi l'ensemble des cercles politiques de haut niveau à Washington, à New York et de par le monde, sont, comment dire, ces cercles sont impliqués dans des affaires de satanisme, de pédocriminalité et des rituels visant à sacrifier des enfants et du coup à tenir des gens qui participent à ces rituels. C'est pour ça que dans Q, on commence à aborder l'affaire des réseaux Epstein dans sa dimension la plus sombre, puisque on a eu souvent des versions édulcorées en Europe, et notamment en France. Vous allez comprendre pourquoi, je vais le développer tout à l'heure. Mais dans Q, on a vraiment des éléments, notamment photographiques, avec, par exemple, des gens qui sont en train de manger dans le noir, et la photo à côté, c'est un enfant qui rentre justement dans ce couloir sombre. Donc là, vous comprenez après dans les posts, en fait, qu'on a une référence avec des preuves visuelles, avec des photos de CCTV, donc de caméras de surveillance, une preuve du cannibalisme d'élite pratiqué par ces élites qui étaient invitées sur l'île d'Epstein. On a également dans Q une liste des personnes ayant visité l'île. Il y a beaucoup de listes qui circulent, qui sont plus ou moins bidons sur Internet,
Sur Q, vous avez une liste qui est publiée, qui est assez longue et qui correspond pas forcément aux autres listes. Donc c'est important de se dire que cette liste, elle est communiquée par des services de renseignement américains avec des moyens militaires qui ont été mis à disposition pour permettre de consolider cette liste. Donc c'est une liste qui a été établie de manière sérieuse. Sont également évoqués les liens entre Epstein et la fondation Clinton en Haïti, avec cette idée que probablement des sous-marins ont été utilisés entre Haïti et l'île d'Epstein, puisque je rappelle que Ghislaine Maxwell avait un permis pour conduire des sous-marins. Elle avait également un permis pour conduire des hélicoptères, pour de toute évidence apporter des enfants sur l'île d'Epstein. Sont également évoquées les connexions entre Epstein et certains membres de la famille Rothschild. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on comprend mieux pourquoi Macron, et en gros la presse française aux ordres de Macron, n'a que très peu abordé l'affaire Epstein, puisque Macron est le représentant de la maison Rothschild. Donc il n'y a pas eu trop de publicité faite sur l'affaire Epstein. Et quand ça a été évoqué dans les journaux français, c'était des affaires, en gros, de massage de pieds qui auraient un peu dérapé. Vous voyez, une version de l'île d'Epstein pour les mininettes, quoi, pour pas choquer les esprits. Un thème également qui est abordé dans les Q, le Pizzagate, je rappelle, c'était une théorie du complot pendant de nombreuses années. Je rappelle que c'est un Pizzagate, ça fait référence à un restaurant qui était fréquenté par l'élite politique, où on avait des soirées pédocriminelles qui étaient organisées, pareil pour compromettre les personnes présentes, ce qu'on a vu après sur l'affaire Epstein. Donc Q fait référence à ces affaires-là. On a aussi une référence des liens de la CIA avec le trafic d'êtres humains, des trafics d'enfants. On a le Mossad qui est plusieurs fois cité. Alors, ce qui est assez réjouissant pour moi, c'est que à chaque fois que le Mossad est cité dans les postes de Q, il est associé au mot clown ou alors au mot trou du cul. Donc, voilà, ça donne un peu l'orientation générale. Avec cette idée aussi, puisque Trump est souvent accusé d'être un agent des services israéliens, d'être très proche d'Israël. Je rappelle que en 3 points, Trump est le premier qui conteste la thèse du 11 septembre dès le lendemain des attaques, en disant il n'y a pas eu d'avion. Donc lui sait parfaitement que c'est le Mossad avec une couverture CIA qui a réalisé l'opération. Donc premier acte de guerre entre Trump et le Mossad. Deuxième acte de guerre entre les deux, c'est le démantèlement du réseau Epstein, puisque Trump est à l'origine de l'arrestation d'Epstein. Epstein a été arrêté uniquement, initialement, sur des renseignements fournis par Trump à la police. Et troisièmement, l'outil du Mossad au Proche et Moyen-Orient, mais également en Europe, c'était l'État islamique. Et quand Trump arrive au pouvoir, il donne toute l'attitude aux chefs des opérations spéciales de l'armée américaine qui sont stationnés en Syrie pour démanteler en liaison et en coordination avec les forces russes et avec l'armée syrienne pour démanteler l'État islamique. Donc pour priver le Mossad d'un de ses principaux bras armés. Tout ça pour dire qu'à partir de ces 3 faits, on peut démonter la théorie qui voudrait que Trump soit un agent du Mossad. Alors, dans Q, on a également les sujets liés au portable d'Anthony Weiner. Pareil, c'était jusqu'à très récemment présenté comme une théorie du complot. Tony Weiner, c'est à l'époque, en 2016, c'est le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et sur son portable, on aurait retrouvé
une vidéo effrayante de Hillary Clinton en train de torturer et de mettre à mort une enfant en compagnie de l'épouse d'Anthony Weiner. Et la vidéo était enregistrée dans un dossier appelé dossier assurance. C'est Sidney Powell, qui est une avocate qui a travaillé sur ce dossier. Elle avait été notamment l'avocate du général Flynn et qui a révélé par exemple que les enquêteurs du FBI qui étaient expérimentés et chevronnés, quand ils ont vu la vidéo, certains ont complètement craqué, ils n'ont pas pu aller au bout de la vidéo. Et les enquêteurs qui ont pu visionner la vidéo, de mémoire, je crois qu'il y a eu 5 suicidés dans la liste, des gens qui avaient eu accès à la vidéo. Donc on les a éliminés après qu'ils aient pris connaissance de cette vidéo. Alors ce qui est également abordé dans Q, c'est pour ça que là j'encourage en fait tous ceux qui nous écoutent à aller lire les posts de Q, parce que c'est vraiment passionnant de les lire, de les analyser, surtout en découvrant les événements actuels, puisqu'il y a beaucoup de références à ce qui se passe actuellement et que c'est éblouissant de voir à la fois ce qu'on appelle les deltas, c'est-à-dire voir des messages qui ont été rédigés, par exemple, je prends un exemple au hasard, en début 2020, avec une date précise, et quand vous additionnez 4 ans à cette date, vous avez un événement qui va être analysé dans le Q post qui a été rédigé en 2020. Donc vous avez un éclairage qui est donné 4 ans avant sur des événements qui se passent aujourd'hui. Donc c'est assez éblouissant, quoi. Donc un autre thème qui est abordé, c'est l'alliance militaire avec la Russie. Donc avec cette idée que, en fait, on a un agenda qui se déroule, qui a été coordonné avec à la fois Vladimir Poutine, l'allié de Trump, Xi Jinping et d'autres dirigeants au niveau mondial. Donc c'est une alliance militaire sur le plan international qui vise à démanteler l'État profond au niveau mondial. C'est pas uniquement une problématique américaine. Également l'alliance militaire et civile avec l'objectif de sauver le monde. Donc explication dans les grandes lignes du plan, des axes d'effort, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, détruire la narrative imposée, ne plus se faire manipuler par les médias qui ont été en fait militarisés comme la médecine, comme le climat, par des agences de renseignement. Je pense ici à l'opération Mockingbird de la CIA qui a permis en fait de mettre en coupe réglée l'ensemble de la presse occidentale, c'est-à-dire européenne et anglo-saxonne. Avec, c'est vrai que quand on s'aperçoit et qu'on met en parallèle, par exemple, des unes du Figaro avec des unes du Washington Post ou du Times, on s'aperçoit en fait que c'est exactement la même ligne éditoriale à travers les années. Alors Q, c'est également une école qui permet de développer ses capacités, notamment ses capacités en termes d'analyse, c'est-à-dire être capable de réaliser ses propres analyses, d'être autonome dans le décryptage des informations, c'est-à-dire qu'on nous apprend à mieux comprendre notre monde, à étudier des événements, leur contexte, les dates, les chronologies, établir des liens cohérents entre différents événements, déterminer quels sont les objectifs poursuivis à la fois par l'alliance ou par le camp d'en face, se poser les bonnes questions pour mieux aborder un sujet, raisonner, faire un constat et conclure, puisque c'est toujours important de conclure. Moi, j'ai remarqué que en France, trop souvent, on s'enferme dans le constat. C'est-à-dire que l'économie s'effondre, on est manipulé, tout va mal, les familles explosent. Voilà, ça, on fait des constats, on est envahi, on est empoisonné par le Big Pharma via la nourriture. Voilà, on s'enferme dans un constat et on oublie de conclure et on oublie surtout de se poser la question so what en anglais. C'est une expression qu'on a des forces spéciales.
à partir du moment où on fait un constat, on doit impérativement avoir un so what. C'est-à-dire la question qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce constat. Hein, et là, du coup, on va sortir de la déprime où on se dit bah, on peut rien faire et on va avoir des clés, notamment dans Q et notamment grâce au général Flynn, qui nous explique qu'il faut impérativement agir localement pour avoir l'ambition d'avoir un impact national et d'avoir un impact international. Ça, j'aime le répéter parce que souvent la question qu'on entend chez des gens qui souffrent, puisque la situation sociale, économique, politique en France c'est vrai qu'elle est cauchemardesque, objectivement. Les gens se disent qu'est-ce qu'on fait? Et bien justement, le général Flynn, il donne des clés pour avoir des solutions. Il dit engagez-vous localement, c'est-à-dire engagez-vous par exemple au Oui, niveau tout à des fait. écoles. Tout Oui, je à t'en fait, prie. Frédéric, hein, et souvent les Ouais, gens disent aussi, les gens disent aussi, j'appuie ce que tu dis, parce qu'on ouais, entend aussi beaucoup les gens dire, ah ben oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme si on était voilà, exactement. impuissant, alors que au Voilà, contraire, je te laisse au continuer par rapport contraire. à ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est très important en fait. Si j'ai un message ce soir à donner, c'est ça, c'est que une action locale a un impact national et un impact international. C'est-à-dire que c'est l'effet papillon. C'est-à-dire on va par exemple à une réunion parents-élèves ou parents-profs dans l'école. On doit être capable de dire voilà, ça, ce que vous faites, le programme que vous présentez à vos enfants ne me convient pas. Et vous pouvez avoir un effet boule de neige parce qu'à partir du moment où il y a une personne qui se lève, qui exprime clairement son désaccord avec des arguments qui sont factuels, vous pouvez avoir d'autres personnes qui se lèvent, qui n'osaient pas prendre la parole parce que c'est toujours difficile de prendre la parole publiquement pour beaucoup de gens. Et ça, je le comprends très bien. Les prises de parole publiques, ça se travaille, c'est pas inné. Surtout quand on fait face à des gens moi, je suis issu d'un milieu professeur, donc c'est toujours difficile quand on est issu d'un milieu modeste de faire face à des gens qui peut-être vont essayer de vous dire non, mais vous êtes pas enseignant comme les docteurs quand on met en cause les affaires du Covid. La première phrase qu'on entend, c'est ah mais vous n'êtes pas médecin. Oui, je suis pas médecin, mais j'ai un cerveau. Et je ne suis pas professeur, mais par contre, l'éducation de mes enfants me concerne directement. Donc, j'ai le droit de m'exprimer. Voilà, c'est le type d'action, s'exprimer ne serait-ce qu'à l'école, s'engager dans son quartier sur des actions qui peuvent permettre de faire du lien aussi avec nos voisins, avec refaire du lien avec la famille, parce qu'on vit dans un monde où on est souvent coupé de nos familles, où il y a des divisions, où les voisins, ben, on les connaît pas. Et ça, refaire un tissu dans le voisinage, ou refaire un tissu associatif ou C'est familial, vraiment, c'est vraiment une action qui est c'est déterminante. vraiment très important. Excuse-moi Frédéric, oui, Non, c'est j'en prie. vraiment très important ce que tu dis parce que souvent les gens ont l'impression, on leur dit on est en guerre et que c'est une guerre qui est extérieure, comme si on envoyait des soldats là-bas et que nous, on peut rien faire. Alors qu'en réalité, c'est une guerre qui est complètement différente de celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et au contraire, on est tous individuellement des soldats de cette guerre et on peut Exactement. agir, comme tu viens de le dire, Exactement. même si on n'a pas forcément parfois l'éloquence ou le savoir, on peut au moins questionner ceux qui viennent nous dire des choses ou essayent de nous imposer des façons de voir. C'est très important. Très important parce qu'en fait, ça donne de l'espoir. Et ça fait sortir de la déprime parce qu'à partir du moment où on est actif et on est plus passif, on participe au combat, euh, déjà on reprend confiance en soi, on a une image différente de soi-même, on devient un combattant. Parce que c'est très important de se dire, voilà, ce que j'ai défini tout à l'heure, ce qui est défini dans les postes de Q, c'est que c'est une alliance militaire avec les civils. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, il n'y a pas que les militaires qui mènent le combat, on est tous ensemble, effectivement, dans une guerre qui est une guerre de cinquième génération, complètement différente. C'est ce qui a été martelé souvent par Trump. Hein. Il a pris la parole et il a dit
Je suis un chef de guerre et une guerre qui, comme il n'y en a jamais eu avant. C'est-à-dire, c'est une guerre, effectivement, où les civils ont été ciblés avec des armes biologiques, sont ciblés par une propagande massive quotidienne et sont en permanence, voilà, sont la cible de gens malfaisants qui cherchent à les appauvrir via des pratiques bancaires mafieuses, via des pratiques dans le domaine de la santé qui sont également mafieuses. Et voilà, c'est toute une superstructure qu'il faut impérativement dénoncer, identifier, puisque c'est le premier pas qui nous mène à leur démantèlement. Mettre en lumière, c'est ça qui les fait tomber, en fait. Donc un Oui, message et c'est d'espoir. important aussi que les gens, absolument, et c'est important aussi que les gens ne croient pas qu'il faut absolument faire des choses héroïques qui vont nous mettre en danger ou des Exactement, choses exactement, très, très, très exactement, importantes. Parfois, simplement refuser d'obéir, c'est un acte extrêmement important. Et comme tu le exactement. disais, il suffit que parfois il y en ait un qui dise non, moi je refuse de faire ça, pour que les autres qui n'auraient pas eu le courage de se lancer finissent par suivre. Donc, simplement refuser d'obéir, c'est déjà extrêmement important. Un acte Voilà, courageux. Il y a un voilà, gimmick de exactement. pub qui dit Ship no more, hein. Plus jamais des moutons. Voilà, ship no more, exactement. Apprendre D'autant à plus passer qu'une guerre, à penser par nous-mêmes, hein, la vue. voilà, exactement. Une guerre, quand on pense à la guerre, on pense tout de suite aux grandes batailles. Hein, les Waterloo, Gettysburg, la Marne, la bataille de Dunkerque et tout ça. Et on oublie qu'en fait, une guerre, puisque là, en plus, on est dans une guerre, une forme de guérilla au niveau de la narrative, elle est faite d'une multitude de petites escarmouches ou de petits actes de sabotage ou, ou ne serait-ce que d'expliquer la situation, de prendre le courage, avoir le courage d'aller vers quelqu'un qui est complètement hermétique pour en deux, trois questions lui mettre une petite graine dans le cerveau et peut-être que dans deux, trois mois, cette personne va être confrontée à des éléments qui vont déclencher une réflexion par rapport à ce que vous avez semé quelques mois avant dans son esprit, quoi. Ça, c'est des actes qu'on l'air de rien, mais qui peuvent avoir un impact déterminant sur une famille. Parce que peut-être que dans une famille, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui se réveille, ça va permettre de sauver toute une famille. Et là, on est dans le cœur de cible en agissant de cette manière. Donc Kyo, c'est aussi un message d'espoir, puisque en fait, on constate qu'on a des équipes très professionnelles, très puissantes, qui sont engagées pour une juste cause, au service du monde, de l'humanité. Hein, les Q, à chaque fois, martèlent cette idée, on se bat pour tout le monde. On se bat pas pour les Américains, on se bat pas pour le bloc occidental, on se bat pas pour les chrétiens ou les musulmans ou les juifs, on se bat pour tout le monde. C'est un combat pour l'humanité, dans sa totalité. Et Trump, il est allié avec Orban, il est allié avec Xi Jinping, il est allié avec Mohamed Ben Salman, il a des alliés dans tous les pays, du monde. Et il est allié avec Modi aussi, avec l'Inde. Voilà, il y a des partenariats très actifs. Et en fait, quand on analyse le ciel aérien américain durant les dernières années, c'est-à-dire depuis janvier 2021, on a en permanence dans le ciel 300 appareils américains militaires en moyenne, avec beaucoup, beaucoup d'appareils militaires venant d'autres pays. Alors, on voit des appareils français, on a des appareils argentins, on a des appareils de tous les pays, en fait. Et c'est une preuve visuelle qu'on a bien une alliance militaire qui a été constituée. Ensuite, dans Q, dans les messages, on a beaucoup d'encouragement, hein, qui soutiennent le lecteur, qui l'aident à avancer spirituellement, en lui demandant de s'en remettre à Dieu, en lui demandant de croire en Jésus. Hein, on a un Q-post que je vais lire en finale, qui est une prière, et qui est une prière de combat. Donc avec des encouragements, des propositions, des choix tactiques, puisque c'est un combat spirituel. Là, on est en train de vivre à la fois un agenda politique,
mais c'est aussi un agenda biblique, spirituel, un combat spirituel quotidien. Donc on a, quand on lit Q, on a un manuel de combat, on a un manuel de stratégie, on a un manuel de tactique. La tactique, c'est le quotidien, c'est les opérations au niveau le plus terre à terre. Parcourir les postes de Q, ça permet également d'identifier les personnes qui font partie de l'Alliance, qui sont nommées, désignées, et également ceux qui sont dans le camp d'en face, clairement. Là, on a par exemple des attaques contre le Vatican, clairement avec des photos qui montrent que le Vatican sert Satan. Et là, ça rejoint en fait une conférence dont je parle assez fréquemment d'Aaron Upinski, qui a été le scientifique qui a travaillé sur le Saint-Suaire et qui avait permis de confirmer l'authenticité du Saint-Suaire en démontant complètement l'analyse au carbone 14 qui avait été réalisée par le British Museum, qui avait d'ailleurs été démonté par le British Museum lui-même quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, puisqu'ils avaient reconnu qu'ils n'avaient pas suivi un schéma scientifique pour réaliser cette analyse ADN au carbone 14, pardon. Donc Aaron Upinski avait envoyé une lettre à Bergoglio en lui demandant pourquoi le Saint-Suaire n'était pas à sa vraie place dans l'Église catholique. Et en fait, la réponse de Bergoglio avait permis d'établir clairement que Bergoglio n'était pas au service de Jésus. Au contraire, il était au service de l'adversaire. Il n'était pas au service du prince de la paix, qui est Jésus. Alors, je vais aborder le deuxième point, qui va être un point qui va nous permettre d'aborder les derniers événements de la période septembre-octobre, avec beaucoup d'événements très frappants, une tempête informationnelle avec des phénomènes météo extrêmes, avec une tempête baptisée Hélène qui a frappé la Caroline du Nord dans un premier temps, et puis on a eu une deuxième tempête en Floride, baptisée Milton. Donc vraiment une période extrêmement dense avec l'affaire Puff Diddy qui a éclaté également. Et on a en plus une officialisation de la réalité, c'est-à-dire officialisation de théories complotistes. On a par exemple Robert Kennedy Jr. qui parle des chemtrails, donc qui rend officielle cette théorie du complot, puisque beaucoup de gens ne croyaient pas aux chemtrails jusqu'à très récemment. Moi, malheureusement, j'ai commencé à constater ces traînées en ciel en 2014. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais complètement isolé, quoi. Il y avait très peu de gens qui croyaient qu'on avait vraiment face à nous un crime contre l'humanité qui était en cours, quoi. Et donc, suite aux déclarations de RFK Junior, on a eu par exemple l'État du Tennessee qui interdit les survols de ce type, et qui interdit les épandages et les manipulations du climat. On a également le Pizzagate qui a été abordé par Hillary Clinton face caméra, et elle a déclaré que c'était une vraie histoire. Donc de voir Hillary Clinton aborder le Pizzagate en disant que c'est une vraie histoire, c'est pareil, c'est une manière d'officialiser ce qui était présenté comme une théorie du complot. Ça fait penser à Macron quand il parle du fait que son pire souvenir pendant ses mandats, c'est qu'on ait accusé sa femme d'être un homme. C'est la même histoire, en fait. C'est la même. Officiellement, on peut penser que c'est une forme de faute de communication, mais en fait, c'est une déclassification inversée. C'est-à-dire pousser des pièces maîtresses du camp d'en face à avouer certaines choses, en les niant évidemment, mais
qui aime Macron et qui le croit aujourd'hui, qui connaît Hillary Clinton et qui pense qu'elle a encore un peu de crédit aujourd'hui quand on connaît son parcours. De même, on a Biden qui a abordé les sujets de manipulation du climat en disant « Ah, ça n'existe pas ». Donc, en fait, on a eu toute une série d'officialisation de thèses dites complotistes, avec ce thème de la manipulation du climat qui a été abordé également par des très proches de Donald Trump, comme le général Flynn. On a eu également Marjorie Taylor Greene, qui est très connue. On a eu RFK, comme je disais tout à l'heure. Et on a aussi également beaucoup d'éléments qui prouvent de manière éclatante que Donald Trump est bien le président en exercice. On a par exemple beaucoup de présentateurs américains, par exemple, qui le présentent comme étant l'ancien, l'actuel et le futur président. Ça, c'est assez impressionnant d'écouter ça. On a Biden qui a reçu une demande de Trump, avec Trump qui lui demande de renforcer ses moyens de protection. Et Biden a répondu j'ai demandé à mon administration de répondre favorablement à ces demandes, comme si Donald Trump était le président en exercice. Texto. Ça, c'est pareil. Biden qui reconnaît officiellement que Trump est le président en exercice. C'est incroyable. Hein. Alors, je passe ici sur tous les signes que Trump a aussi envoyés, où il se promène avec des dossiers, avec le sceau de la présidence des États-Unis, alors que ce sceau-là est soumis à autorisation. On ne peut pas se balader avec un classeur marqué de ce sceau si on n'est pas soi-même faisant partie de la Maison-Blanche. Donc, on a à la fois des visuels qui sont envoyés, ce qu'on appelle des optiques militaires, et on a des déclarations, des messages qui sont clairement envoyés pour démontrer, pour ceux qui doutent encore, premièrement que la situation est complètement sous contrôle. On a par exemple, je reviens sur un tweet exceptionnel d'Hillary Clinton qui a été mis en ligne le 24 septembre, où le tweet débute avec 3 lettres, CGI, c'est-à-dire image de synthèse 2024. Après, la phrase suivante, c'est le meilleur est à venir, c'est-à-dire the best is yet to come, qui est la phrase slogan de Trump. Et la phrase suivante, c'est ne manquez pas la grande finale. Et dans les tweets qui sont publiés après par Hillary Clinton, on découvre son agenda pour le mois d'octobre 2024. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le 17 octobre, elle est à Durham. Et Durham, pour ceux qui suivent Trump ou ceux qui suivent la politique américaine depuis un certain temps, Durham, c'est le procureur spécial Durham qui a été nommé par Trump justement pour enquêter sur les crimes d'Hillary Clinton. Donc le fait que le 17 octobre, Hillary Clinton soit dans la ville de Durham, c'est un énorme clin d'œil envoyé à ceux qui sont capables de décoder ces messages. De même, l'agenda d'Hillary Clinton se termine le 30 octobre à Manhattan. Alors, 30 octobre, c'est drôle parce que c'est un jour avant Halloween, sachant que Trump a accusé historiquement Hillary Clinton d'être une sorcière. Quand il fait référence à la phrase witch hunt, c'est-à-dire Trump répète fréquemment c'est une chasse aux sorcières. Alors les gens comprennent que c'est une chasse contre lui, c'est une sorte de macartisme, c'est une traque contre Trump qui est l'opposant du Deep State. En fait, non. Quand Trump parle de witch hunt, il désigne Hillary Clinton. Il fait comprendre en fait que c'est une sorcière qui pratique le satanisme et qui pratique les sacrifices humains. Ça, c'est une spécialité de Trump. Hein. C'est la marque de fabrique de Trump. C'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer des messages à plusieurs niveaux de compréhension, un peu comme les poupées russes. On se rappelle par exemple que Trump, quand il prend la parole lors d'un discours dans le cadre de l'élection de 2016, il a, lors d'un banquet,
plein de convives, et c'est une tradition dans la politique américaine, les candidats à la présidentielle doivent faire un discours. Donc Hillary Clinton fait son discours, et après c'est Trump qui fait son discours. Et quand Trump fait son discours, il a une phrase où il dit si Hillary Clinton est élue présidente, elle va me nommer ambassadeur d'Irak ou d'Afghanistan. Et là, en fait, il fait référence à l'attaque de Benghazi, où un ambassadeur américain avait été envoyé en mission par l'équipe Obama et Hillary Clinton pour retrouver des missiles qui avaient servi à abattre un Chinook. Dans ce Chinook où il y avait la SEAL Team 6. Donc en fait, quand Trump fait référence à cette attaque, il accuse Hillary Clinton publiquement d'avoir assassiné l'ambassadeur Stevens qui avait été attaqué à Benghazi. Et c'est une attaque qui a marqué l'armée américaine puisqu'il y a l'équipe de protection de l'ambassadeur Stevens qui a été massacrée avec l'ambassadeur. Et en fait, Hillary Clinton a empêché les équipes de secours qui étaient prêtes à intervenir pour les sortir de cette attaque. C'est elle qui a empêché l'intervention américaine qui aurait pu les sauver. Ça, c'est connu dans l'armée américaine et c'est connu évidemment de Trump. Et c'est pour ça qu'il en a profité pour faire passer le message à son équipe. Je suis au courant de ce que vous avez fait lors de l'attaque de Benghazi. Alors, on a également une confirmation de l'existence de Q, hein, puisque moi, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir des informations très précises dès le lancement de Q, mais il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, et on a des signes qui sont envoyés quotidiennement via les réseaux sociaux, ou des clins d'œil. Par exemple, l'émissaire qu'a envoyé Biden au Proche-Orient, c'est le général Charles Q. Brown. Il y a Q au milieu de son nom, hein, qui est le chef d'état-major des armées américaines. Hein, c'est tout ça pour souligner qu'on est bien dans une opération spéciale qui rejoint d'ailleurs le terme utilisé par nos alliés russes pour caractériser l'opération en Ukraine. Opération non conventionnelle, spéciale non conventionnelle, qui fait référence d'ailleurs au manuel de guerre non conventionnel qui a été rédigé en 2016, quelques mois après la mise en ligne du Law of War Manual, et la même année que la mise en ligne du Justice Military Act, qui avait établi que la fonction de commandant en chef des armées américaines était bien distincte de celle de président des États-Unis. Ce qui veut dire qu'à partir de la séquence 2015-2016, on a une séquence de préparation de l'armée américaine de manière à définir le cadre, procédure, règlement, loi qui va être appliqué lors de l'opération de reconquête qui va débuter schématiquement, je vais dire, avec l'arrivée de Trump à la présidence le 20 janvier 2017. On a une reconquête qui doit se faire by the book en anglais, c'est-à-dire en appliquant strictement le cadre législatif, le cadre de procédure, de manière à ce que cette opération ne soit pas attaquable juridiquement ou sur le plan légal. Alors, je disais tout à l'heure la fin du parcours de la tournée d'Hillary Clinton en octobre 2024, donc ce mois-ci, on a une étape finale à Manhattan. Donc, Manhattan qui abrite la cour dite Southern District, qui est une cour de justice new-yorkaise qui a l'habitude de juger les grands dossiers sensibles politiques comme le dossier Epstein. Donc, je pense qu'il y a une date qui est intéressante. Alors, je ne vais pas évidemment dire ce qui va se passer parce que je ne le sais pas. Mais on a objectivement des éléments intéressants à analyser, à prendre en compte pour cette période du 30-31, puisqu'on a Halloween associé à Hillary Clinton et associé à la Cour de justice de Manhattan. Sachant qu'il y a un Q-post qui évoquait l'arrestation d'Hillary Clinton
le 31 octobre. Donc ça, je pense que c'est quand même intéressant de se dire, tiens, le 31 octobre ou le 30 octobre, je vais regarder ce qui se passe pour Hillary Clinton. Alors, les prochaines échéances, à part cette fenêtre du 30-31, à prendre en compte, c'est évidemment le 5 novembre, le jour du vote, jour de l'élection. Ensuite, on aura le 6 janvier, qui sera en fait le jour de certification de l'élection présidentielle. Et on aura le 20 janvier, le jour de l'investiture. Avec cet inconnu de se dire, est-ce qu'on aura, avant cette séquence de transition, entre le 5 novembre et le 20 janvier, une attaque sur le territoire national américain, ou alors une montée des tensions sur le modèle Troisième Guerre mondiale, avec 3 fronts potentiellement très chauds, qui sont, comme vous le savez, l'Ukraine, Israël et également Taïwan. Puisque Taïwan, là, on a quand même des mouvements de la marine chinoise en ce moment, de l'aviation chinoise autour de Taïwan, qui laisse penser qu'il pourrait y avoir une opération de reconquête de cette île par la Chine populaire. Donc là, je suis en train de terminer mon deuxième point. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer le dernier point, qui va être un point qui va permettre de parler de Donald Trump comme étant d'abord un croyant. Vous savez que Trump, comme je disais tout à l'heure, il fait souvent référence à Jésus. Il pointe son index vers le ciel et il prononce la phrase « Ici, c'est pas moi le patron, le vrai patron », et il pointe le ciel et il dit « C'est Jésus ». Donc, Trump est vraiment quelqu'un qui est très croyant. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas une croyance qui va exclure les autres religions, c'est une croyance qui dit, voilà, moi je suis un Miles Christi, c'est-à-dire un chevalier du Christ, et je vais me battre pour l'humanité, c'est-à-dire je vais me battre en pointe du combat pour l'ensemble du monde, pour libérer le monde de l'oppression. D'ailleurs, c'est la devise des forces spéciales américaines, De oppresso liber, nous libérer de l'oppression. Et Trump, donc, c'est un croyant qui croit en Jésus, de même que Q, comme je disais tout à l'heure, est parsemé de références à la Bible et à Jésus. Alors, au sein de ces différentes références, on a Trump qui répète souvent, comme je disais tout à l'heure, le chiffre 17. Alors, le 17, c'est d'abord dans la Bible le 17e livre d'Esther, enfin le 17e livre de la Bible, pardon, excusez-moi, qui s'appelle Esther, qui raconte l'histoire d'un complot qui vise à exterminer une partie de l'humanité, avec un complot qui va être découvert grâce à l'arrêt d'Esther et qui va permettre de sauver son peuple. Donc l'enseignement du livre d'Esther, c'est d'abord soyez courageux, ayez confiance en Dieu. Il faut savoir que Dieu va répondre à vos attentes. C'est lui qui est en parfait contrôle de la situation. C'est lui qui dirige les événements. Quel que soit notre niveau de doute ou d'impatience, il est totalement en contrôle. Il faut avoir également confiance en soi pour porter cette parole et être un élément fédérateur. Être à la pointe du combat, il faut être capable de se lever parce qu'on a confiance en toi et on a confiance dans le plan, dans le plan à la fois militaire qui a été préparé par des gens qui sont exceptionnels et le plan également divin, et avec des militaires qui font justement référence à ce plan divin en permanence. Donc on a un cadre à la fois militaire et on a un cadre biblique avec une coalition de croyants qui va se battre pour l'humanité. Le livre 17, le livre d'Esther, comme tu le disais, c'est aussi la mise en évidence de la divine providence, de faire confiance à la divine providence, c'est ce que tu viens de dire.
qu'on retrouve Exactement. aussi d'ailleurs dans d'autres religions, hein, y compris dans le Coran, par exemple. Tout à fait. Mais il faut savoir que, alors là, je pense que c'est un sujet qui est vachement intéressant. Euh, le Coran a été rédigé avec des gens qui avaient été nourris des textes de l'Ancien Testament. C'est pour ça que tu as beaucoup de références à l'Ancien Testament et tu as aussi des références à Jésus. Donc on a beaucoup de points communs. D'ailleurs, je me souviens que Hassan Nasrallah avait fait des vidéos sur le thème de Jésus, en le présentant comme un héros des temps anciens et un héros des temps modernes qui était un maître de justice qui allait revenir pour combattre le mal, comme il avait fait durant sa première apparition sur Terre, et qu'il allait réapparaître pour renverser les tables des marchands du temple et, comme je disais, rendre justice. Et dans le livre d'Esther, on a aussi cette idée qu'on a été préparé pour vivre cette période. Ça, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a Esther 4-14, verset 14, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est-à-dire que Dieu, au fil des années, va vous préparer à accomplir votre mission. Ça, c'est important de le savoir, parce que des fois, on se retrouve à faire des choses ou à poser des actes, et c'est après, quelques années après, qu'on se dit, Dieu m'avait préparé à réaliser des actes que je suis en train de faire grâce à des, à des moments de mon existence que j'avais pas compris à ce moment-là, quoi. Et ça donne de la cohérence et ça détermine l'axe euh, d'effort euh, attendu par Dieu. Alors, on retrouve ce nombre 17 avec le passage des Philippiens. Aujourd'hui, nous pouvons suivre leur exemple pour défendre et faire reconnaître en justice la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui sera cause de salut. Donc là, on retrouve les éléments qui sont développés par Trump, la justice, Dieu, le salut, c'est-à-dire le être sauvé et sauver l'humanité dans son entier. Il y a des phrases dans Q disant que l'armée américaine va sauver l'humanité, quoi. Et c'est ce qu'elle est en train de faire avec ses alliés. Et on a une timeline en fait qui est politique, comme je disais, biblique, et avec des concordances complètement éblouissantes. On en a parlé tout à l'heure, mais là je vais citer vraiment Jérémie, qui est un prophète, qui est un livre de la Bible. Jérémie 30, 23, 24, donc comme si c'était les années 2023, 2024. On a cette phrase, la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait été accompli, exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Là, ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve cette phrase de Trump quand il s'adresse à des journalistes, le 5 octobre 2017, en étant entouré de généraux américains. Il va parler d'un moment de calme d'avant la tempête. Et là, quand on lit la colère ardente de l'Éternel, on pense à cette tempête qui arrive. Et là, la journaliste lui a dit, mais de quelle tempête vous parlez? Est-ce que vous parlez d'une tempête, des opérations militaires contre l'État islamique ou des opérations militaires qui seraient lancées contre l'Iran? Et là, il a répondu, vous allez le comprendre plus tard. Vous le découvrirez. Et là, on a exactement la phrase qui est citée dans Jérémie. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est pour ça qu'on retrouve cette idée que Trump est vraiment le nouveau David, annoncé par les Écritures et annoncé par Kim Clement, qui est un prophète qui a fait beaucoup
prises de parole qui ont été télévisées sur les télévisions américaines, qui est vraiment admiré par beaucoup de croyants aux États-Unis et qui avait prophétisé des séquences de la vie de Trump. Il avait parlé d'une séquence dans la vie politique américaine où il y aurait 2 présidents à la Maison-Blanche. Là, c'est saisissant parce que il avait prophétisé ça, je crois, de mémoire en 2014. Et là, 10 ans après, on se retrouve avec 2 présidents, avec Biden, président d'une fausse administration, et derrière Trump, qui est en train de mener une présidence occultée, une présidence clandestine dans le cadre d'une opération spéciale. Et là, 2017, vous voyez encore la date de 2017, avec le chiffre 17. Et si on additionne le chiffre 7 qui est associé à Trump et qui est associé également à John Kennedy, puisque là, vous prenez par exemple la date de naissance de Kennedy, quand vous l'additionnez, en finale, vous arrivez au chiffre 7. Donc vous additionnez 7 à cette déclaration du calme d'avant la tempête et vous arrivez à 2024. Octobre 2024, où on a objectivement, comme je l'ai défini tout à l'heure, des événements météo saisissants avec des tempêtes successives et une tempête informationnelle avec notamment l'affaire Puff Diddy, qui est une affaire, je dirais, systémique qui menace l'ensemble de la superstructure de l'état profond au niveau mondial, puisque l'affaire Puff Diddy, je le répète encore une fois, ça concerne à la fois les agences à 3 lettres, c'est-à-dire le FBI, la CIA et le ministère de la Justice américain, le DOJ, qui ont été accusés dans ce cadre-là d'avoir caché des trafics d'êtres humains, des sacrifices d'enfants. Ça concerne également tout le milieu politique américain, puisqu'il y a beaucoup d'hommes politiques, notamment les Clinton, qui ont assisté aux faits donnés par Puff Diddy, avec beaucoup de témoins qui disent que en fait, c'était des faits qui donnaient lieu à des sacrifices humains. On a une grosse partie du show business américain, pas uniquement l'industrie de la musique, mais on a aussi beaucoup de gens d'Hollywood. Donc toutes les idoles, et ça c'est frappant quand on est croyant de voir qu'en fait la destruction des idoles permet un retour à Dieu. Puisque quand dans la Bible on parle de génération adultère, c'est d'abord ça, c'est une génération qui s'est détournée de Dieu pour vénérer des idoles. Et là, on assiste aujourd'hui à la destruction de ces idoles. Donc c'est assez saisissant quand on voit la timeline et la concordance avec les prophéties bibliques et l'agenda à la fois politique et biblique qui se déroule sous nos yeux. Alors ce que je vais faire pour terminer avec cette prise de parole, et puis après on pourra avec plaisir échanger. Je vais vous lire un post de Q, donc le post numéro 4739, qui est un post qui va, je pense, résonner particulièrement pour à la fois les chrétiens, mais également pour nos amis musulmans et nos amis juifs, c'est-à-dire les gens du livre authentique, pas la mafia khazare qui s'est travestie en tentant d'incarner une judaïté qu'elle avait usurpée. Mais si vous lisez ce post, en fait, vous comprenez que c'est une prière au sens biblique du terme qui reprend les éléments de prière qui avaient été présentés par les prophètes et par Jésus, qui ont tous inspiré les 3 religions. Donc, je vais vous le lire pour terminer ma présentation. Fortifie ma foi, Seigneur. Pardonne mes péchés, afin que je sois pur dans ta justice. Rends-moi courageux, afin que je puisse résister et mener les batailles spirituelles dans ma vie et dans d'autres mondes. Donnez-moi votre sagesse et votre discernement pour que je ne sois pas pris au dépourvu. Ensemble, Seigneur, nous gagnerons, car en vérité, tu l'as déjà fait. C'est-à-dire que la bataille est déjà gagnée. Alors que le mal rôde encore, la puissance de ton nom
et de ton sang se lève pour vaincre et nous apporter la victoire contre tout mal planifié contre nous. Même si des actions malveillantes peuvent nous perturber, nous utilisons l'amour de Dieu, l'armure de Dieu ou l'amour de Dieu que tu nous as donné pour tenir bon. Vous rendrez justice en temps voulu pour tous les préjudices et violences inutiles dirigés contre nos enfants. D'ici là, nous restons en ta présence, alignés sur tes objectifs, et nous te regardons comme notre commandant suprême et protecteur. Aide-nous à éviter la tentation et délivre-nous du mal, Seigneur. Vous êtes le Tout-Puissant, celui qui finira par mettre en lumière tout le mal. Avec toi, Jésus, nous sommes en sécurité. Amen. Voilà, donc je termine avec ce Q-Post. Vous voyez, c'est vraiment un Q-Post qui permet à la fois de rendre grâce à Dieu, de se fortifier et d'avoir des axes pour mener le combat. C'est-à-dire la vérité qui nous amènera à la justice. Et on atteindra ces objectifs grâce au courage individuel, collectif, et en revêtant l'armure de Dieu. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci Frédéric pour ce bel exposé. Il y a encore des points un peu plus subtils à relier. Toujours ce retour au 17, hein, c'est intéressant que Trump ait pris le pouvoir et fait son tour du monde en 2017, que Voilà. la chronologie et les chiffres qui nous sont présentés, certains ont l'air voulus peut-être par des militaires qui tirent des ficelles, et certains sont imposés par le calendrier. Est-ce que justement les militaires sont en mesure de maîtriser le calendrier, ou au contraire, il y a une force qui nous est supérieure qui accompagne ce mouvement? Tu parlais donc du livre d'Esther, qui est le 17e livre du Premier Testament catholique, qui est aussi par contre le 21e de la Bible hébraïque. Donc là encore, on doit se faire une grille de lecture 3 x 7, 21. plutôt. Tu vois, Voilà. Voilà. 21e. 777. C'est fou, hein? Ah, c'est fou. Ouais, Non, mais c'est une les perfection mathématiques mathématique. les mathématiques sont sacrées aussi, hein. Non, tout à Je fait. voulais Non, mais la en Bible, profiter c'est pour. une perfection mathématique. Tout le monde le sait, hein. Enfin, tous les gens qui lisent la Bible sérieusement savent qu'il y a une perfection mathématique qui traduit en fait la puissance de Dieu, puisque tu as des phrases qui sont à la fois des mots, mais des sommes mathématiques et qui sont irreproductibles. C'est-à-dire que tu as vraiment un texte qui est rédigé par une puissance divine, d'évidence. Et alors justement, quitte à parler de 17 et de ses références bibliques, moi je pense au chapitre 17, à l'Apocalypse de Jean, Tout à fait. qui présente de manière allégorique aussi ce que l'on est en train de vivre. Euh, je cite vite fait les premières lignes qui dit: Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des titres blasphématoires. Si je Voilà. remets un peu dans le contexte, on a et là c'est la culture G qui parle, hein, j'ai pas vraiment de culture catholique. C'est la prostituée qui marche sur les eaux en tenant au bout d'une laisse, d'une chaîne, une bête, donc à 7 têtes et 10 cornes, et 10 diadèmes. Euh, c'est une allégorie en fait du pouvoir et des armées. Ensemble, ils marchent sur les eaux, c'est ça. D'une lecture métaphorique, on a la prostituée qui est en fait la moralité corrompue. On peut l'envisager dans notre société qui ressemble un peu à celle de Babylone avant sa chute, avec beaucoup d'échéances. Donc la morale pervertie, incarnée par la prostituée dans cette allégorie. Ensuite, la bête en elle-même, en fait, si elle a autant de têtes, c'est qu'elle représente les différentes formes de pouvoir, chacune appuyée par leurs armées pour les protéger. C'est là que la bête est féroce ou pareil dangereuse avec des griffes et des dents. Et ensemble, ils marchent sur les eaux. Les eaux, en fait, c'est l'allégorie des peuples. Et dans cette scène, la bête se retourne, dévore la prostituée,
Et là, on pourrait voir l'armée se retourner contre les gouvernances corrompus, parlons d'État profond. Et une fois qu'elle a déchiqueté, eh bien, en fait, c'est les os qui recouvrent la bête et le cadavre de la prostituée. Et finalement, on aurait un retour victorieux des peuples sur cette partie à la fois à la morale corrompue et à la puissance dominatrice. Et Exactement. c'est le moment où on voit partir enfin, le mal, finalement, pour voir triompher le bien, le calme et la paix imposés par les océans et un rivage placide. C'est assez intéressant que ce soit le chapitre 17, là aussi, qui nous décrive une scène qui est l'allégorie de ce que l'on est en train de vivre, finalement. Ouais, La effectivement, fin c'est des temps. passionnant, d'autant plus que pour compléter cette excellente remarque, je reprends le chapitre 17 de l'Apocalypse. Il y a une phrase qui est saisissante quand on entend en plus que Hillary Clinton, comme toute l'élite américaine ou européenne, consomme du sang. Hein, ça a été encore pointé par Poutine cette année. Il dit ce sont des vampires et le bal des vampires va se terminer. Et là, chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 6. Et j'ai vu la femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Tu vois, on voit une femme qui se délecte en buvant du sang. Ça, c'est très frappant aussi de voir cette désignation des élites corrompues et satanistes qui sont en train d'être renversées de leur trône. Donc, ce que je disais en fait dans un tweet il y a quelques jours, aujourd'hui, on est en train de vivre l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Et en fait, c'est la révélation pour nous et c'est l'apocalypse pour eux. C'est la révélation du mal qui nous permet de mettre fin justement à ce cycle diabolique et permettre au monde de se libérer de ces chaînes qui nous entouraient. C'est vraiment c'est la sortie d'Égypte, quoi. Et effectivement, c'est la sortie d'Égypte, c'est un peu angoissant pour les gens qui sont au milieu des eaux avec l'armée du pharaon qui est en train d'essayer de nous rattraper. Ce qui s'est passé avec le Covid, où on a tenté de mettre fin à l'humanité, quoi. Mais heureusement, on arrive à la fin et on va sortir de la terre d'esclavage et on va renaître. Avec ce que ça symbolise aussi la sortie d'Égypte. C'est la traversée des eaux, c'est comme une nouvelle naissance. On est en train de vivre une renaissance de l'humanité avec des bases qui seront bibliques et divines. Alors moi, si tu permets, par rapport à tout l'exposé que tu as fait, j'ai noté quelques questions qui pourront peut-être apporter des précisions Avec pour plaisir. donc, pour tous ceux qui écoutent. Et puis aussi, il faut dire aussi on est souvent attaqué par des gens qui croient pas du tout à ça, qui nous disent que on croit n'importe quoi, etc. Donc il y a plusieurs choses. La première, c'est que tu évoquais tout à l'heure Poutine qui parlait de vampires, Du bal des vampires? et Ouais, du on bal des entend vampires. beaucoup oui, chez les gens qui ne sont encore pas bien au courant de tout ça, ni éveillés à tout ce qui se passe, on entend beaucoup ces personnes fustiger Poutine, dire que c'est le grand méchant, enfin croire au narratif des mainstream. Donc, est-ce que tu peux peut-être apporter des précisions sur le rôle de Poutine? Ouais, alors Poutine, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que la Russie de la fin des années 90 est une Russie qui est dévastée économiquement, qui est pillée par des oligarques. On a un président Eltsine qui est complètement aux ordres des néoconservateurs américains et aux ordres de Washington. Il a complètement trahi son pays. Et Poutine va miraculeusement arriver au pouvoir et va faire renaître la Russie en renouant avec ses bases spirituelles orthodoxes et en permettant
d'avoir une vision historique russe sans rupture, c'est-à-dire qu'il a apaisé les tensions entre deux passés qui étaient complètement opposés, puisque la Russie communiste, c'est l'antithèse de la Russie orthodoxe. Et il a réussi à se présenter comme étant celui qui a réconcilié les Russes, notamment sur le passé, et qui a redynamisé, qui a fait reprendre confiance au peuple russe. La natalité a repris en Russie. L'économie est aujourd'hui florissante. L'armée russe est de nouveau respectée. Et aujourd'hui, je pense que l'armée russe, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr, elle est au-dessus de l'armée américaine au niveau capacitaire. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités, notamment de brouillage et des missiles qui sont beaucoup trop rapides pour être interceptés par des armes de l'OTAN. Donc il y a une supériorité capacitaire russe aujourd'hui par rapport aux armées de l'OTAN. Et l'opération, notamment en Ukraine, qui a été lancée par Vladimir Poutine, est visée d'abord à protéger des populations russophones qui ont été attaquées depuis 2014. Donc à protéger d'abord son peuple. Deuxièmement, à démanteler, ça c'est le plus important. Non, je ne peux pas dire que c'est le plus important, mais c'est très important de l'avoir en tête. Démanteler une cinquantaine de laboratoires biologiques qui avaient été installés par le Pentagone et la CIA aux frontières russes en Ukraine. Donc des laboratoires biologiques qui travaillaient sur des programmes d'armes biologiques focalisés sur l'ADN russe. Ils étaient en train de mettre au point des armes biologiques qui allaient être répandues si le programme avait été abouti via des drones sur les populations russes. Donc en fait, on avait des programmes d'armes de destruction massive qui étaient en train d'être conçus aux portes du pays russe. Et l'existence de ces laboratoires ne fait plus aucun goût doute, puisque Victoria Nuland l'a reconnu au Congrès américain, sous serment. Elle a reconnu qu'il y avait bien un programme biologique qui avait été lancé à quelques kilomètres de la frontière russe. Et la priorité des unités spéciales russes, quand l'offensive a été lancée en Ukraine, c'était justement de prendre le contrôle de ces laboratoires. Et c'était un laboratoire qui était à la fois biologique, mais on avait aussi des laboratoires consacrés au trafic d'organes et à la production d'adénochrome. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des témoignages effrayants de soldats russes qui sont arrivés dans les laboratoires où ils ont trouvé des enfants qui avaient été torturés pour obtenir du sang valorisé avec de l'hormone de stress, l'hormone ou une substance qui est dégagée par quelqu'un qui se fait torturer, adrénalisé, je pense que c'est le terme, et qui est une drogue en fait qui est utilisée par l'élite, notamment occidentale. Quand Poutine fait référence au bal des vampires, il fait d'abord référence à ça, à la production d'adénochrome, à laquelle fait référence d'ailleurs Q, et à laquelle a fait référence aussi Trump quand il parlait de suivre le lapin. Il a dit « follow the rabbit ». Les gens ne comprenaient pas pourquoi il disait ça. Ou quand il se présentait au balcon de la Maison-Blanche avec un grand lapin blanc. Ça, c'est des optiques qu'il envoie à l'état profond en leur faisant comprendre « nous sommes en train de démanteler toute la structure de production d'adénochrome ». Hein? Sinon, on ne comprend pas en fait la disparition des centaines de milliers d'enfants annuellement aux États-Unis. Il y a, je crois que c'est 800 000 enfants qui disparaissent chaque année aux États-Unis. 800 000, c'est un truc, c'est un chiffre. Oui, c'est énorme. Mais dans le monde, c'est 3 millions, je crois, chaque année. Et donc, pour finir Voilà, sur Poutine, pour donner des ouais. arguments à ceux qui voudraient expliquer que Poutine n'est pas le grand méchant de l'histoire, au vu de sa supériorité militaire, comme tu l'as souligné,
Ouais, et des provocations qui ont été faites à l'encontre de la Russie, s'il avait été le grand méchant qu'on décrit, il aurait eu toute l'occasion de faire déferler sur nous une véritable boucherie, hein, et il ne l'a tout à jamais fait. fait. Et d'une part, il ne l'a jamais fait, mais en plus, en fait, les gens ne comprennent pas que Poutine nous a libérés de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN s'est complètement épuisée en Ukraine, et là, l'OTAN n'existe plus militairement. C'est-à-dire qu'on a un porte-parole de l'OTAN, mais il ne représente plus rien au niveau militaire, parce que toutes les capacités, toutes les munitions sont parties en Ukraine pour rien, quoi. C'est-à-dire que ça a été un trou noir d'armement pour, en résultat, une défaite majeure. L'OTAN n'existe plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi j'ai servi quand même 26 ans dans l'armée. J'ai servi donc de 89 à 2015. Aujourd'hui, on a des sénateurs français qui nous disent qu'en France, on a 3 jours de réserve de munitions. C'est saisissant. 3 jours de réserve. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 jours de réserve? Alors que les Russes combattent depuis plusieurs années tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ont une industrie de guerre qui fonctionne à pleine capacité, et nous, on n'a aucune production de munitions possible. C'est-à-dire qu'on n'existe plus. Et tant mieux, parce que du coup, c'est la fin de l'OTAN. D'ailleurs, l'État profond voulait justement pas que Trump revienne au pouvoir pour cette raison, parce que Trump est contre l'OTAN. Et Dieu merci, il nous a libérés avec Poutine de l'OTAN, en fait. Peut-être dans ma grille de lecture, peut-être parfois un peu utopiste, j'attends de voir advenir Nessara et Gessara sur la planète et de Ouais, voir comment c'est en train d'advenir sous une forme plus concrète que celle que je peux idéaliser. Et quand on parle de l'hégémonie du pétrodollar, de la fin des guerres sans fin, euh, ouais, d'échange de monnaie plus équitable, je vois que les BRICS et leurs alliés sans cesse de plus en plus nombreux adossent leur monnaie à l'or, font des échanges commerciaux avec leur propre monnaie. Ça sent plutôt bon. Et il serait aussi question dans le GSA que pour participer à ces échanges commerciaux, il faut que les pays soient engagés dans aucune guerre. Ça sous-entend, pour faire allégeance quelque part à ce scénario, qu'ils devraient tous se démilitariser. Et je pense que ce qu'on assiste avec l'opération en Ukraine, c'est à proposer à tout le bras armé de l'État profond de déposer les armes. Et j'ai bien l'impression, si c'est une supposition, hein, mais que tout ce que l'on envoie en Ukraine, à la boîte postale ukrainienne, atterrit dans la boîte aux lettres de la Russie. Et qu'en ouais, fin tout de à fait. compte, ils doivent faire fondre toutes les armes et tout détruire, puisque de toute façon, potentiellement, depuis le tour du monde de Trump en 2017, les pays ont fait allégeance à ce scénario potentiellement sensible du GSA pour pouvoir s'engager à ne plus faire de guerre. Donc c'est comme si on Ouais, leur tout avait à fait. dit, vous êtes prêts à ne plus jamais faire de guerre, vous n'avez plus besoin de vos armes, et bien vous nous les donnez, on les détruit. D'ailleurs, on va Voilà, même les détruire dans un spectacle de mise en scène pour prouver vos mauvaises intentions et qui sont les va-t-en guerre. Et si ça voilà. s'éternise autant en Ukraine, alors que la Russie aurait pu en faire une bouffée, c'est aussi pour prendre le temps d'exposer qui sont les va-t-en guerre, tant sur les politiques que sur les journalistes, sur les lignes éditoriales, et de comprendre en fait qui a vraiment intérêt à ce conflit, qui a parlé de vouloir faire la paix, et qui parle constamment de vouloir faire la guerre et donner de plus en plus d'argent et de plus en plus de moyens. Ça permet donc une exposition aux yeux du public de qui sont les fous de guerre. On leur force à jouer ce rôle, je pense, hein, et qui sont les pacifistes. Exactement. Et ça permet de cartographier le mal, puisque le scandale FTX, justement, a révélé le fait que toute l'aide américaine financière à Kiev, quand les budgets arrivaient sur les banques à Kiev, l'argent a été transformé en crypto-monnaie via une boîte qui s'appelle FTX et rétro-commissionné dans les poches des gens du Congrès américain. Ce qui fait qu'on a eu des scènes de liesse quand il y a eu des tranches d'aide qui ont été signées avec plusieurs milliards, avec des membres du Congrès qui agitaient des petits drapeaux ukrainiens.
Oui, parce qu'ils allaient se remplir les poches avec de la crypto-monnaie. Donc ça a permis en fait de démontrer l'imposture de toutes ces aides. Et je pense que c'est la même chose en France. Quand les aides vers le tiers-monde, je suis persuadé qu'elles étaient en grande partie rétrocommissionnées dans les caisses des partis politiques français. Et je suis persuadé, On a là vu du aussi, on drapeau va avoir un ukrainien, cycle de révélation. Pardon? on a aussi vu du drapeau ukrainien à l'Assemblée en France, hein. Enfin, Ouais, devant tout le à Père fait. Lachaise. Euh, et on le voit sur beaucoup de murs d'institutions. On voit justement qui parmi les institutionnels porte ce drapeau, avoue quelque Voilà. part leur culpabilité. Leur attachement à l'état profond, quoi. Pour moi, c'est un moment de vérité. C'est une question. Positionne-toi par rapport à laquelle et je te dirai qui tu es, quoi. Ok. Donc j'ai une autre question par rapport à tout ce qui a été dit. Donc on est parfois confronté à ce que je vais nommer des anti-Q, hein, qui ne croient pas du tout et qui avancent des arguments. Et donc certains disent que Q n'a plus communiqué depuis 2021. Or, depuis 2021, on voit quand même de nombreux canaux Telegram, X, relayer régulièrement des posts Q. Donc, quel est ton avis à ce sujet? Est-ce que effectivement Q a arrêté de communiquer ou est-ce qu'il continue de communiquer? Il y a eu des postes en novembre C'était 2022. juste pour Ouais. souligner oui, c'était Et pour puis, souligner qu'on est vraiment dans une ouais, guerre de l'information. ouais, On je entend pense beaucoup de choses. que, en fait, attaquer Q avec des arguments de ce type, je pense que ça traduit vraiment la faiblesse de l'argumentaire. Euh, Q, objectivement, c'est une source d'information qui est unique au monde. Moi, j'invite vraiment tout le monde à aller parcourir les posts parce que c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est un niveau d'information qui permet vraiment de s'éveiller au monde, hein. Parce que moi, j'avais fait partie d'une génération, je suis né en 70, qui pensait que le monde était complètement connu, cartographié, on comprenait tout du monde. Ça y est, c'était fini, quoi. Et là, en fait, avec Q, on s'aperçoit qu'on doit tout réapprendre. Et c'est un côté enthousiasmant parce que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on comprend beaucoup mieux dans les systèmes de gouvernement, toute l'histoire récente. Ça permet vraiment de mettre en lumière notre vie et de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Donc je trouve ça vraiment éblouissant, quoi. C'est quand même un brouillard qui se dissipe. Pour finir avec mes questions, Fred, c'est quelque chose qui est souvent revenu avec des gens à qui j'essaie d'expliquer, même dans ma famille, hein. Hugo évoquait dès le début de l'entretien une guerre spirituelle. Donc la question est la suivante, pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent aux enfants? Parce qu'on a parlé d'adrénochrome, de trafic d'êtres humains en général, mais surtout d'enfants. Pourquoi est-ce qu'ils en prennent aux enfants? Alors c'est très simple. Euh, pour les satanistes, l'enfant est la créature sur terre qui se rapproche la plus de Dieu. Et c'est vrai, objectivement, quand on a des enfants, on a une innocence, on a une générosité, quand on voit des petits enfants qui jouent ensemble, c'est magique, quoi. Enfin, c'est vraiment, on se dit, voilà, c'est un monde idéal, quoi. Il y a une bienveillance réciproque, et s'attaquer aux enfants, en fait, c'est révéler cette incapacité à s'attaquer à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux créatures les plus proches de lui parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Et c'est une manière de tenter de détruire le monde qui est une impasse absolue, vu que Dieu est beaucoup plus puissant. Et voilà, la vraie cible à travers l'enfant, c'est Dieu, en fait. Et potentiellement s'attaquer aux générations futures, en fait, hein. Moi, je me dis Ouais, tout à fait. si Ouais, ouais. on parlera
projet Looking Glass, mais s'ils savent depuis qu'ils savent qu'ils ont perdu depuis longtemps, le seul moyen qu'ils ont, c'est de saboter le futur brillant qu'on se réserve. Et au Ouais, mieux, ils ouais. vont pouvoir abîmer, mais ils ne pourront pas l'empêcher d'advenir. Voilà. Je reprends ce qu'avait déclaré alors un maître d'échecs. Enfin, je vais reprendre un peu l'idée qu'il avait développée. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une partie entre deux maîtres d'échecs. Les deux savent que la partie est finie, que le camp du bien a gagné, mais le camp du mal a encore quelques pions à jouer et il va essayer de faire durer la partie. Mais il sait déjà que c'est fini, quoi. Il sait déjà qu'il a perdu. Et en fait, je pense qu'on est vraiment dans cette séquence. C'est pour lier tout ce que tu viens de dire là sur les enfants avec ce qu'on est en train de vivre aussi, pour que les gens comprennent bien comment tout ça, tout est lié. C'est aussi pour ça qu'on s'en prend aux enfants à travers le programme EVARS, par exemple, sur la sexualisation des enfants, et qui est grave en ce moment. Ça fait rage un peu partout en Europe, et aux États-Unis aussi, je pense. Mais voilà, c'était pour souligner que c'était lié aussi à tout ça. On s'attaque vraiment aux enfants. Ah, tout à fait. Et je serais tenté de dire, dès que vous allumez la télévision, dès que vous avez des chaînes pour enfants, moi j'invite vraiment tout le monde, tous les parents à être très vigilants parce que sur Disney Channel, vous avez plein de symboles. À la fois, vous avez Disney, vous voyez le 666, vous avez des symboles pédophiles, c'est vraiment quand on regarde ça en connaissant la situation actuelle, vous voyez tous les symboles apparaître en fait. Et Disney, historiquement, c'était comme la NASA, c'était des hotspots satanistes quoi. Ouais, j'allais revenir sur le projet EVARS à l'école. J'allais aussi revenir sur les drag queens qui font la lecture aux enfants en primaire, en maternelle, un peu en Europe, mais surtout aux États-Unis. Évidemment, dans le plan de l'État profond, il s'agissait d'amener LGBTQX2W, XYZ pédophiles, sachant qu'ils allaient se faire montrer du doigt. Le but était de peut-être d'attendrir l'opinion publique pour essayer de dire qu'ils ne mangeaient pas les enfants, mais qu'ils leur donnaient de l'amour. Euh, Potentiellement aussi participer à une forme d'MK Ultra sur les enfants à grande échelle, en leur présentant une espèce de dichotomie avec un travesti qui leur lit une histoire et les enfants, avec leur amour inconditionnel, sont incapables de le moquer et en même temps incapables de l'appeler madame si il est monsieur. C'est assez étrange d'ailleurs les réactions que ça a suscité. On a vu ça un peu chez Combini, dans le 3 médias de Attali, là, essayer de nous montrer en quoi c'était sympathique de faire ce genre d'événement face aux enfants. Je pense que ça n'a eu pour effet que de faire réagir les parents, les faire sursauter, commencer à leur faire entendre aux parents que on ne veut pas forcément du bien à leurs enfants, voire on veut les endoctriner. Et une fois dans cette opération d'ingénierie sociale de la part de l'Alliance, commencer à dire aux parents, intéressez-vous à comment on maltraite vos enfants, parce qu'à un moment donné, vous allez devoir digérer l'information, les questions de maltraitance d'autres enfants et en bien pire. Et je pense que tout ça va avec une forme de préparation avant qu'on nous resserve du Pizzagate et des rituels satanistes. Et Q nous disait Ouais, notamment que les enfants seront le sujet qui vont unir l'humanité. Et ouais, c'est tout à vrai que fait. Ouais, tout à fait. quand ces informations-là sortiront au grand public, on sera tous obligés de se serrer les coudes à travers le monde par Ouais, c'est ça. une forme d'instinct de survie qui consiste à prendre soin des enfants pour prendre soin du futur, en fin de compte. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Est-ce que tu veux conclure? Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Non, mais écoute, On je est à vais conclure. 1h35. Ouais, bah c'est bien. Euh, pour moi, la victoire est acquise. Donc, ce soir, c'est vraiment un message d'espoir. On arrive à la fin du tunnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est
les épreuves sont terminées, mais le match est gagné de toute façon. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on aura peut-être quelques épreuves en finale, mais le niveau de compréhension et puis l'histoire des dernières années montre en fait de manière éloquente que la partie se termine et que nous sommes victorieux, quoi. Donc au Lakers, et puis la délivrance approche, quelle que soit la noirceur de la nuit, quoi, ou la profondeur de la nuit. Quelle époque pour être en vie. Voilà, exactement. Quelle époque pour être en vie, ouais. Alors merci Fred, merci Avec Fanny, plaisir. merci à tous d'avoir pris le temps de nous Merci Hugo. écouter, Merci de vous Fanny. informer. Mais merci à toi, hein. J'invite tout le monde à être curieux, à se poser les bonnes questions. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. La planète vibre fort pour nous éveiller. Alors soyons acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.